sur l'utilité d'un président dans le cadre du quinquennat, mais pas seulement. Il répond aux questions d'Oriane Mancini. Le face-à-face, c'est tout de suite. Bonjour Olivier Roucan. Bonjour. Alors on connaît désormais pratiquement la liste de tous les candidats à la présidentielle. Reste à lever le suspense François Bayrou. Est-ce que cette élection sera celle du renouveau ? Sur la forme, oui, puisque les profils sont régénérés ou dans tous les cas renouvelés. Alors oui, sur le plan de la personnalisation du jeu, il y a un renouveau, il est évident. Sur le plan des dynamiques collectives, on peut s'interroger par contre. Pourquoi ? Parce que là, par exemple, si on regarde la primaire socialiste, comme on avait pu le constater d'ailleurs avec la droite, il y a une sorte de parallélisme des formes. Le candidat qui l'emporte, c'est le candidat qui est au plus près de l'identité de son parti, des militants, des sympathisants. Donc ça, c'est une vieille règle, c'est pas la nouveauté de l'année. Et les idées qui vont avec également. Donc même si avec le travail du marketing ou le renouvellement de la vie des idées qui existe quand même, en dehors des partis politiques, il y a de nouvelles propositions, ça certes. Mais sur ce qui donne sens à ces idées, à ces propositions, on est sur quand même des constantes. Est-ce que néanmoins cette primaire, elle n'a pas été bénéfique pour le Parti socialiste ? Est-ce qu'elle n'a pas opéré la clarification dont il avait besoin ? Alors, elle est bénéfique sur un plan, c'est que le Parti socialiste, comme on attend toujours du neuf dans une campagne, sur la forme et sur le fond aussi un peu, bon ben là, le Parti socialiste a, j'allais dire, a donné à manger aux électeurs, aux sympathisants sur ce mode. Il faudra voir à court et moyen terme si cette expérience est bénéfique, comme vous dites, au Parti socialiste et plus généralement si la primaire est bénéfique au parti de gouvernement. Parce que l'ordre qui se met en place après une primaire semble assez fragile en fait. Et vous avez nombre de commentaires aujourd'hui sur le fait de savoir si le Parti socialiste va survivre à tout ceci. Donc en termes d'expérience positive, il y a mieux quand même. Selon vous, est-ce que le Parti socialiste va survivre à cette primaire ? C'est un parti aujourd'hui qui est clairement coupé en deux. Oui, mais le fait que la question se pose, si vous voulez, est déjà problématique. Et ensuite, il est difficile de répondre. Vous le savez bien, il y a tellement d'incertitudes, on le voit. On peut dire que ce n'est pas la meilleure des nouvelles pour Jean-Luc Mélenchon, cette désignation de Benoît Hamon, mais c'est tout de suite contrebalancé par le fait que ça n'est peut-être une pour Emmanuel Macron. Donc la survie du Parti socialiste, elle va dépendre de quoi ? Elle va dépendre du score à la présidentielle. Et elle va dépendre aussi, évidemment, de la suite à laquelle on pense moins, mais qu'il faut déjà envisager. C'est le cas des élus, qui sont des soutiens et des éléments structurants du jeu. Les élus, ils pensent aux législatives déjà. Alors que vont-ils faire ? Est-ce qu'ils vont faire confiance à ce Parti socialiste momentanément mis en ordre derrière Benoît Hamon, ou est-ce qu'ils vont faire confiance pour certains d'entre eux, davantage à Emmanuel Macron ? Et qu'est-ce qu'il peut faire Benoît Hamon, qui a remporté hier largement cette primaire ? Qu'est-ce qu'il peut faire pour rassembler ce Parti socialiste ? Il faut qu'il aille très vite, il faut qu'il donne des gages de crédibilité gouvernementale. Sa visite aujourd'hui sur le plan de l'image au Premier ministre actuel envoie un signe, mais sans évidemment renoncer, c'est un jeu d'équilibriste, à ses propositions, à l'entame qu'il a marqué, a fait son succès. Il faut quand même qu'il crédibilise pour toute une frange du Parti socialiste, et y compris des électeurs qui ne sont pas allés voter. Parce que ces électeurs d'hier sont peut-être pas représentatifs de tout l'électorat classique du Parti socialiste, et il va falloir qu'ils s'adressent à eux aussi. Vous le disiez à l'instant, Bernard Cazeneuve qui a reçu cet après-midi Benoît Hamon à Matignon. Bernard Cazeneuve qui s'est exprimé à sa sortie, on va l'écouter. Les électeurs ont choisi Benoît Hamon comme candidat à l'élection présidentielle. Je veux lui adresser mes félicitations pour sa victoire, et pour cette campagne, je formule des vœux sincères de succès. Benoît Hamon tire de ce suffrage la légitimité qui le place désormais face à une responsabilité éminente. C'est la sienne, celle de convaincre le plus grand nombre possible de nos concitoyens. C'est à lui qu'il appartient de rassembler, de trouver les mots, les gestes, les thèmes pour ce faire. À la place qui est la sienne, le gouvernement contribuera inlassablement au rassemblement de tous les progressistes, avec le souci de la crédibilité, avec une exigence constante de vérité et de confrontation avec la réalité et les défis du temps présent. La gauche ne réussira pas sans défendre clairement le bilan de François Hollande. C'est le message adressé par Bernard Cazeneuve à Benoît Hamon. C'est plus qu'un message, c'est un avertissement du Premier ministre à celui qui a été l'un des leaders des frondeurs.
Oui, comme il y a pu y avoir une sorte de message également des sarkozystes par rapport à François Fillon. Il faut qu'un candidat soit un centre de gravité à la fois dans le temps et aussi dans le jeu, dans l'espace. C'est-à-dire qu'il faut qu'il intègre, Benoît Hamon, des personnes qui entouraient Manuel Valls pour eh bien, non seulement faire venir à lui des idées qui sont au départ un peu éloignées, mais également assurer des soutiens, des réseaux qui pour l'instant n'étaient pas dans son giron. Donc ça, c'est le travail de rassemblement qu'il doit faire. Et il faut que ça se fasse très vite. Parce qu'on voit bien avec François Fillon que quand ça traîne, quand c'est désorganisé, eh bien, il y a rapidement des couacs. Est-ce que c'est seulement une question de personnes ou est-ce qu'il va falloir aussi qu'il infléchisse son programme? Et la question s'est posée également pour François Fillon. On n'a pas à dissocier en politique les personnes et les vecteurs des idées, parce que les deux vont ensemble, si vous voulez. Ça doit se faire sur les deux points, et ça se fait en général sur les deux points. Et là, c'est à Benoît Hamon de fixer l'équilibre sans dénaturer son programme. Il faut souhaiter qu'il ait bien anticipé la chose, encore une fois, pour que ça soit rapidement fait et que ce soit solidement fait. On est dans une situation inédite sous la Ve République. Le président sortant ne se représente pas, n'est pas candidat à un nouveau mandat. Est-ce que François Hollande doit jouer un rôle dans cette campagne présidentielle ? François Hollande, a priori, pour l'instant, est très en retrait de ce qu'il se passe. En même temps, avant le début des primaires, il est intervenu. On connaît sa pensée et il aura sans doute à cœur, ici ou là, de distiller ce à quoi il tient le plus pour l'avenir, mais en tant que président de la République, pour l'avenir du pays. Donc, ça restera sans doute à un niveau un peu stratosphérique par rapport aux intérêts des candidats dans le jeu. Vous parliez tout à l'heure d'Emmanuel Macron. Est-ce que c'est lui le grand gagnant de cette séquence des primaires? Je dis des primaires, car c'est aussi bien le gagnant de la primaire de la droite que de la gauche. Alors, il semblerait qu'il y ait donc une dynamique favorable en termes d'opinion à Emmanuel Macron. Donc son choix de ne pas participer à la primaire semble, sur le papier des sondages, lui être favorable. Sur également le terrain des meetings, puisqu'on a vu qu'il amenait du monde à la politique et qu'il était capable progressivement de sensibiliser un électorat qui s'en tient d'habitude éloigné. Donc ça, c'est un succès, semble-t-il, de début de campagne ou de pré-campagne. Maintenant, il y a une inconnue. L'inconnu, c'est, si vous voulez, la campagne va commencer, le candidat socialiste est connu, donc ça va quand même changer la donne, à la fois pour Jean-Luc Mélenchon, pour Emmanuel Macron, et pour ce dernier, il y a une inconnue qui est quand même, qui devient peut-être un peu problématique, c'est quelles sont ses propositions, quel est son programme. Il doit l'annoncer régulièrement, il le retarde, il en retarde l'annonce, et ça finit par donner une impression de doute au moins, voire, bon, on va pas reprendre des termes, désolé, mais au moins de doute. Il va falloir rapidement qu'il durcisse son programme parce qu'en face de lui, sur sa gauche, donc Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon, on ne peut pas leur reprocher sur ce plan de ne pas avoir travaillé. Est-ce que l'autre problématique pour Emmanuel Macron, ce n'est pas qu'avec la victoire de Benoît Hamon, un certain nombre de socialistes vont aller vers sa candidature? Est-ce qu'il ne risque pas d'apparaître finalement comme le candidat de substitution de la ligne Hollande-Valls? Tout dépend de la façon dont cela se fait. Ça, c'est une question de gestion aussi d'image. Il ne faut pas que ça apparaisse comme du clientélisme, des ralliements par intérêt pour essayer de sauver la circonscription législative. Il ne faut pas que cela ternisse son image, une image de renouveau, de régénération, nouvelle façon de faire la politique. Parce que si vous avez des cohortes d'anciens élus qui viennent d'un coup et que ça se sait, bon. Mais Emmanuel Macron, parallèlement, sur le plan organisationnel, doit consolider ces réseaux. Il doit structurer un mouvement qui doit éventuellement devenir un parti. Ça a été tout le problème en son temps de Valéry Giscard d'Estaing. Donc ça, c'est un véritable travail. Alors le mieux qui puisse y arriver, c'est que ce soit discret et que ça se fasse de façon équilibrée. On sait déjà quand même qu'il y a eu des ralliements sur la droite également. Donc... Le grand perdant de cette séquence électorale de ces derniers jours, c'est François Fillon, empêtré dans l'affaire de soupçons d'emploi fictif de son épouse Pénélope. Est-ce qu'avec son grand meeting d'hier à la Villette, vous pensez qu'il a réussi à rassurer son camp? C'était un meeting réussi de ce point de vue, c'est-à-dire une logique de l'émotion, fondée sur une victimisation de sa personne et de son couple, pourrait-on dire. Il a réuni sa famille sur sa famille. Donc là, il y avait des messages subliminaux
qui étaient forts et qui ont marché. Le meeting, les applaudissements, on voyait qu'il y avait de l'émotion. Donc de ce point de vue, il a, entre guillemets, galvanisé ses troupes. De là à dire que cela a une portée au-delà des militants, ça c'est quelque chose pour l'instant de très hypothétique. On voit bien que les sondages semblent donner des informations contrariantes pour François Fillon. Est-ce que le problème principal pour François Fillon n'est pas que cette affaire porte atteinte à sa crédibilité en matière de probité, d'honnêteté, qui est son marqueur depuis son entrée dans la vie politique Il en a en fait 1980. une entame, et notamment pour cette campagne, il s'est situé sur ce terrain de la morale, de la droiture, en phase d'ailleurs avec son positionnement au sein de son parti politique. Il ne s'est pas privé d'attaquer ses rivaux sur ce thème, et donc pour lui, si cela dure, si cela est plus ou moins confirmé, ce sera dévastateur en termes d'image. Peut-il aller au bout de sa campagne, François Fillon, ou est-ce qu'il y a un plan B envisagé ? François Fillon a tout intérêt à aller jusqu'au bout de sa campagne, donc il ne va pas laisser sa place. Et le ton du meeting d'hier, c'était de rassurer sur ce plan. Et ensuite, il y a des aléas que nous ne connaissons pas, qui peuvent faire varier cette position. Mais pour l'instant, ce n'est pas du tout ce qu'on peut anticiper. Merci Olivier Roucan. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et je rappelle le titre de votre livre, En finir avec le président. Merci beaucoup Olivier Roucan. Merci Oriane. On en vient après.